définition, ce que vous voulez, bête et méchante ou Wikipédia de l'épigénétique, qui sont des phénomènes donc transmissibles de cellule en cellule et réversibles. J'insiste aussi sur ce fait-là. Et donc, entre guillemets, ça colle, quoi. Enfin, c'est transmissible à travers une mitose ou une méiose. Hein. C'est pas de cellule à cellule. Quand la définition qui est couramment admise, qui est de, je me souviens plus le nom de l'auteur, qui est quelque chose qui a été remis hier. On en a parlé souvent. Je l'ai vu apparaître avec même en gras mitose et méiose. C'est pas transmissible de cellule à cellule. C'est à travers une division cellulaire. Oui. Là, pour ce qui est connu de ces mécanismes-là, ça a l'air d'être le cas, quoi. Après, je sais bien qu'il peut y avoir ce heurt entre ce fight entre guillemets entre généticiens et épigénéticiens, et voilà, quoi. Et avec chacun une vision un peu opposée. Pardonnez-moi, c'est une question. Je suis non généticien, je suis chercheur en bioinformatique et la question est, est-ce qu'il y a vraiment que le gène qui se transmet par méiose, le cytoplasme aussi se transmet par méiose? Pardonnez-moi, la question peut être un peu naïve, mais... Dans les mécanismes épigénétiques, il y a éventuellement des choses qui passent en effet par le cytoplasme. Et en particulier, on qualifie des fois aussi de mécanisme épigénétique tout ce qui est prion, mécanisme à prion. Donc ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est sur la chromatine. En fait, c'est tout message d'information qui est non porté par l'ADN et qui passe d'une cellule à l'autre à travers une division cellulaire. Voilà. Donc, et qui affecte l'expression des gènes, quoi, et l'expression des phénotypes, qui modifie les phénotypes. Autrement dit, que le phénotype passe à travers la division. Alors, oui, on est peut-être sur le micro-RNA avec cette méthylation. On est en effet peut-être sur des choses qui sont un peu en limite et qui sont en discussion. Ce qui est clair, c'est que même au niveau de la communauté scientifique, vous le voyez bien, quand on va dans le détail des choses et sur certains mécanismes, on n'est pas toujours tous complètement d'accord sur la chose. Bon, moi, j'ai une question très pratique pour les industriels ici présents. Est-ce qu'il y a beaucoup de produits sur le marché où on a pu revendiquer des allégations épigénétiques, ou est-ce que c'est pour le moment encore en exploration, quoi? En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le marketing surfe sur cette tendance d'épigénétique parce que ça leur permet c'est ce qu'ils pensent, vendre le produit. Maintenant, il n'y a pas d'allégation directe parce que, comme vous l'expliquait hier Corinne, il faut absolument qu'il y ait une preuve de l'efficacité. Et c'est là où on va avoir des problèmes. Ce que font communément les marques, c'est qu'elles vont dire que telle molécule ou tel actif va avoir une action épigénétique, alors vrai ou pas, via les micro-ARN souvent. Ça, c'est la première phrase. Et la phrase d'après, ils vont dire que leur crème atténue les rides parce que les rides sont l'expression du vieillissement et que le vieillissement, c'est un phénomène, c'est une des causes du vieillissement et est épigénétique. Donc, il n'y a pas de lien direct aujourd'hui. Et je crois que c'est là un peu le nœud du problème, c'est quel test d'efficacité il faudrait sur le produit fini. Ça fait partie des questions qu'on a eues. En tant qu'évaluatrice, j'ai jamais eu cette revendication épigénétique, et si je l'avais, je pense que je serais bien embêtée parce que je demanderais donc à la marque le test d'efficacité. À ma connaissance, on n'en a pas aujourd'hui. Et l'autre question, c'est quelle perception du grand public sur le terme épigénétique? Est-ce que ça attire? Est-ce que ça fait peur quand on parle de génétique? Alors quand on parle de vieillissement, d'anti-âge, il n'y a pas de souci. On peut revenir après en expliquant qu'il y a peut-être des phénomènes épigénétiques, mais je ne suis pas sûre que ce soit très très attractif de dire mon produit, ma crème a un effet épigénétique. Et aujourd'hui, je ne connais pas de test sur les produits finis. Alors, on en
revient à la question sur la méthylation. Faut-il avoir des résultats sur des expériences de méthylation, acétylation, micro-RNA pour pouvoir parler d'épigénétique en cosmétique? On vient déjà d'en parler. Hein. Est-ce que le fait d'agir sur la protection contre les polluants suffit pour parler et de revendiquer une action au niveau d'épigénétique pour des produits cosmétiques? Moi, je pense pas. Je pense que c'est la revendication, dis-moi ce que tu en penses, Corinne, qui est anti-pollution là, qui va intervenir. On peut dire qu'on protège d'un facteur particulier. De là à parler d'épigénétique, il faudrait effectivement, comme tu l'expliquais, d'une efficacité à l'échelle du produit fini. Et là, c'est nos limites aujourd'hui du système. Et puis on voit bien que tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de l'épigénétique et la preuve de l'épigénétique. Donc quand une autorité compétente va venir screener et chasser les preuves d'une efficacité épigénétique, je ne sais pas du tout comment ça peut être appréhendé. Là, ce serait par cela, parce que la pollution a plusieurs impacts. Elle a un impact certes sur les gènes, mais aussi sur d'autres facteurs, sur l'oxydation de certaines protéines. Donc admettons que l'effet soit à ce stade-là, on n'aurait absolument pas prouvé un quelconque effet épigénétique. Donc là, je pense que pour cette question, c'est assez clair. Je ne pense pas qu'on ait le droit. Aujourd'hui, en réponse des pollutions, on a des signatures transcriptomiques qui commencent à être bien dessinées au niveau de récepteurs AHR, aryl hydrocarbon récepteur. Et pour qu'un produit puisse protéger contre la pollution, si on rentre dans la compréhension des mécanismes moléculaires, est-ce que cet aryl hydrocarbon récepteur peut être soumis à des modifications telles que méthylation ou des régulations de mi-RNA? Ça peut être utile pour comprendre ces mécanismes d'action dans le cas quand vous testez les actifs. Donc aujourd'hui, on est vraiment à ces niveaux-là, au niveau de l'épigénomique peut être un outil. On est en début, comme il y a 10 ans, les transcriptomiques qui sont émergés dans le domaine cosmétique. On a commencé pas à pas explorer le transcriptome, comprendre les gènes, comprendre leur intervention dans la physiologie cutanée entre prolifération et différenciation. Aujourd'hui, il existe des revues qui ont étudié les niveaux de régulation épigénétique, ou épigénomique plutôt, au niveau méthylation du complexe de la différenciation, qui est également intéressant. Et donc, toutes ces études-là vont nous aider à aller plus loin et voir comment on arrive à expliquer si un produit peut avoir un effet antipolluant, et si c'est oui, est-ce qu'il y a une régulation par épigénomique ou une modification épigénétique. Alors. Moi, j'avais une question, si je prends la casquette du marketing. Je vais me faire un peu l'avocat du diable et être provocateur, mais la pollution, c'est aussi la pollution lumineuse, donc le soleil et les UV. Et dans le cadre des UV, il y a forcément, enfin on l'a vu hier, des modifications épigénétiques. Est-ce que si on a une crème solaire, un écran solaire qui va avoir une vraie protection contre les UV, est-ce qu'on peut parler d'épigénétique et de modification à ce moment-là? Pour moi, c'est le même débat que précédemment. Si on ne prouve pas dans l'intervalle ça fait intervenir des modifications épigénétiques, je pense que le lien est trop faible, c'est trop indirect. Effectivement, on protège des UV, mais là aussi, on sait qu'il n'y a pas que des effets sur l'ADN des UV. Donc, je pense que c'est une chose de dire qu'on protège d'un facteur, de l'exposome, pour reprendre un terme qui a été utilisé hier. Par contre, dès lors où on veut parler d'épigénétique, pour moi, on est obligé de passer par des mécanismes qui sont propres à ce domaine-là, et on ne peut pas se permettre. Il faudrait, comme disait Angela tout à l'heure, corréler avec une étude qui prouverait que les UV ont des modifications qui ont été établies sur des facteurs épigénétiques, et que l'actif est capable de protéger de ces modifications. Une question naïve, mais pourquoi on a besoin de décrire dans une allégation santé un mécanisme d'action? On n'a pas forcément besoin, mais les Oui, marques courent après les allégations, et c'est la marque qui aura la plus belle et la plus attractive allégation. Après, si on pose une allégation, il faut pouvoir la prouver. Parce que là, ce qui est important à prouver, c'est tel produit a tel effet sur la santé, sur. Oui, mais là, on est sur les produits cosmétiques. Donc, oui, mais même sur le produit cosmétique, je pense qu'il faut, même antipolluant, que ça passe par là à gauche ou passe par la droite, par la génétique, par l'épigénétique. On aura le droit d'écrire antipollution.
Ça, ce sera pas la finalité est possible à revendiquer. Par contre, de vouloir surfer sur la vibe de l'épigénétique, dès lors où on fait intervenir ce mot, là, il faudra le prouver. Ah oui, d'accord. La subtilité, là, on aura le droit de dire que ça protège contre les effets de la pollution et des UV, peu importe le mécanisme, surtout si parfois on l'a pas identifié. En revanche, dès lors où on veut vraiment s'attribuer ce vocabulaire-là, au vu de ce qui a été présenté hier sur le dossier produit, on n'a pas d'autre choix que de le prouver. D'accord, ok, ouais, c'est simple. Il faut apporter la preuve scientifique à l'autorité compétente qui va venir inspecter le dossier d'information produit qui va avoir antipollution sur l'étiquette. Je dis aujourd'hui, nos clients, ce qu'ils recherchent, c'est effectivement avoir une efficacité clinique, mais derrière une explication pour pouvoir jouer sur le maximum de facteurs qui permettent de jouer, j'allais dire, sur le maximum de personnes. Parce qu'on peut avoir des personnes qui vont être plus ou moins, on va dire, sensibles à certaines activités dans certains domaines. Et donc nous, nos clients aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir une crème ou un produit ou autre dans lequel on va avoir des activités multifactorielles qui vont donner un maximum de chances pour que ça fonctionne. Puisque derrière, ils vont faire des tests cliniques, ils vont chercher à maximiser les chances d'avoir un résultat. Donc ils vont prendre plusieurs actifs et si possible des voies d'activité différenciées. Et si on ne leur montre pas la voie, ils ne savent pas comment ça marche, ils n'ont pas de marqueur et ils n'ont pas donc la possibilité quelque part de prouver que cette activité vient de tel et tel produit. Généralement, ça c'est plus pharma, donc je dirais généralement, pour avoir une AMM, il faut avoir l'ensemble des éléments permettant de prouver qu'il y a eu une activité et que les effets collatéraux ne sont pas pires que les effets bénéfiques. Ça va être ça en pharmacie en général. Ouais. Mais cancer, ça va être forcément pharma. Hein. Non. De toute façon, dans les compléments alimentaires, les revendications qu'il va y avoir, ou allégations qu'il va y avoir, c'est prévenir, c'est embellir, c'est améliorer. Prévenir, améliorer, anticiper, si vous voulez. Mais ça va être en aucun cas curatif. Si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire qu'une allégation éventuelle épigénétique n'est pas suffisante, en fait. C'est pas une question de ne pas être suffisante, c'est de pouvoir être prouvée. On peut prouver, par exemple, que tel mécanisme épigénétique est impliqué dans la protection anti-pollution, par exemple. D'accord ? Et parce qu'on a prouvé que ce produit, par ailleurs, avait un effet protecteur, avec des tests plus complets. Et si on prend un autre produit dont on ne connaît rien, si ce n'est qu'il a le même effet épigénétique, ce n'est pas pour autant qu'on pourra conclure que c'est un produit qui est anti-pollution. Non, il faut raisonner déjà sur le produit fini. Voilà, c'est ça. Et quand on met en évidence une réponse à un facteur, il faut forcément avoir testé ce facteur. C'est-à-dire que pour prouver, alors dis-moi si je me trompe, c'est à toi qui pourra compléter, mais sur ce fameux dossier produit, si on teste juste des mécanismes qui sont connus pour être impliqués dans la pollution, mais qu'on n'a jamais testé ces conditions-là, ça va être très compliqué de pouvoir le revendiquer. C'est pas suffisant. Il faudra forcément avoir mis l'explant ou la personne cliniquement entre guillemets en condition et pouvoir prouver que dans ce contexte-là, elle est capable d'être protégée. Donc c'est plus en fait un moyen de screening de candidats. Oui, tout à fait. Oui, voilà. En fait, il faut aussi remettre en place les stratégies des marques. Certaines marques se fichent royalement de savoir comment fonctionne et quelle est toute la biologie. Ce qu'elles veulent, c'est par exemple un produit naturel. Donc ça, c'est des stratégies où le marketing va être basé sur le naturel. Mais ce qu'on a vu dernièrement, c'est qu'il y a de plus en plus de marques qui se rapprochent de la pharmacie, qui veulent comprendre les mécanismes. Et aujourd'hui, je crois que c'est en lien aussi avec la biologie qui a explosé et toutes les données. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé, mais tout ce qui est possible aujourd'hui de faire, les puces à ADN, enfin c'est... Voilà, en quelques années, on a vu une explosion de ces recherches in vitro qui permettent aujourd'hui de screener des molécules et les laboratoires s'en privent pas. Donc, on a aujourd'hui des outils qui permettent de screener plein de choses. Donc, il y a des actifs qui sont screenés du coup, des molécules qui sont screenées et proposées ensuite. On connaît les voies biologiques. Mais derrière, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que, moi, quand on vient de présenter un actif, c'est pas parce que ça active le gène de la collagénase que l'actif il va fonctionner. Ça va pas être forcément un bon antiride. Il faut aller plus loin derrière.
mais ça permet aussi en tant que chercheur de comprendre le mécanisme et après d'aller expliquer à mon marketing, ben voilà, ce produit-là va fonctionner et je suis sûr que ça va marcher parce qu'il y a tel mécanisme qui est activé. Les connaissances ont été augmentées en transcriptomique, en MIRNORM, et on voit que c'est le début d'épigénomique, donc on a besoin vraiment croiser ces données-là, corréler et comprendre les mécanismes d'action pour mieux expliquer, comme M. Choulot a dit, à l'équipe marketing, ou même pour vendre les actifs aux fournisseurs pour devenir des produits finis. Donc les puces ADN, pour ça il faut aussi des données beaucoup bioinformatiques. Donc je pense qu'il y a une présentation aujourd'hui, j'ai vu vaguement, mais c'est très important aussi pouvoir explorer ces données-là et avancer dans la compréhension des mécanismes moléculaires. Bonjour, Corinne Rémervier, BASF. Juste une question, est-ce que, au vu de ce qu'on entend aujourd'hui, est-ce que l'épigénétique ne sera cantonnée qu'à une explication mécanistique et ne sera jamais une allégation ou une revendication? Par exemple, pas que pour la cosmétique, je pense aussi santé, c'est-à-dire qu'un anticancéreux sera obligatoirement épigénétique que mécanistique. Moi, je peux répondre qu'uniquement pour les cosmétiques. On vient de voir la difficulté. Aujourd'hui, si on veut que le produit fini est une revendication épigénétique, il faut le prouver. Et aujourd'hui, la question, c'est comment je fais, moi, pour prouver que mon produit fini, c'est-à-dire que j'applique mon produit fini sur un volontaire, comment je fais pour prouver qu'il y a un mécanisme épigénétique qui est en jeu. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Après, on arrive par des petites astuces marketing et en surfant un petit peu au niveau de la législation et en espérant que l'inspecteur ne sera pas trop sévère avec nous, à faire le lien entre un actif qui va avoir, alors après ces discussions pas entre experts épigénétiques ou épigénomiques, sur une activité dans ce domaine-là, et ma crème qui va avoir un effet anti-rides sur l'éclat du teint ou une autre allégation avec mon test in vivo qui va être fait sur des volontaires et sur mon produit fini. Aujourd'hui, c'est un petit peu, et souvent, et à ma connaissance, alors je peux me tromper, mais à ma connaissance, il n'y a pas de marque qui parle d'épigénétique sur le produit fini. Quand les marques évoquent l'épigénétique, c'est souvent sur des brochures ou sur un packaging. Comme ça, elles se disent au pire, si j'ai un problème, je dis à l'inspecteur que bon, je ne recommencerai plus, je retire mes allégations. Parce qu'en cosmétique, on ne doit pas être mensonger, on ne doit pas tromper le consommateur. Est-ce que vous pensez que si on force le public avec le marketing à promouvoir un mécanisme d'action qui est l'épigénétique, est-ce que plus tard, le public lui-même va nous demander, quand on va faire un anticancéreux, de nous forcer à ce que l'anticancéreux ait ce mécanisme d'action? Je pense que le public, non, il fait la différence entre le médical, la cosmétique, ça doit rester du plaisir. Alors c'est vrai que vous avez évoqué les compléments alimentaires, ils sont entre les deux. Moi, aujourd'hui, ma propre expérience, c'est que le consommateur final ne connaît pas forcément le terme épigénétique. Même mon marketing, il a du mal à comprendre ce que c'est. Les fournisseurs essayent de nous expliquer. Alors, je n'ai pas pu vous montrer la petite vidéo du fournisseur qui avait fait ce petit schéma, mais les fournisseurs qui s'adressent à des professionnels se sont obligés d'expliquer ce que c'est. On a vu l'exposome aussi, donc ils ont besoin d'expliquer. Et ça, c'est une première étape. Et mon marketing a encore, lui, plus de mal à expliquer aux pharmaciens qu'il doit expliquer aux consommateurs. Par contre, ce que je sens, la tendance que je sens vraiment au niveau des consommateurs, c'est qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Ils savent que ce qu'ils mangent, s'ils s'exposent au soleil, ils vont mal vieillir. Enfin, ils le savent. Mais ils n'arrivent pas à mettre le nom. Alors, ça va peut-être venir. Hein, je pense que dans quelques années, peut-être que le terme sera passé dans le langage commun. Et à ce moment-là, on pourra peut-être plus parler, on verra peut-être plus de marques. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Les phénomènes de mode, ils échappent à tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de structures qui essaient de comprendre comment le consommateur, quelle va être la prochaine tendance. Mais à ma connaissance, ça ne marche pas encore très bien. Pour rebondir sur ce que dit Jean-Christophe, effectivement, je pense qu'il y a cette question à se poser rapidement de nous, tout ce qu'on met en évidence à l'échelle des prestataires de tests ou des fournisseurs d'actifs. On peut avoir des choses très, très scientifiquement poussées, mais si derrière la marque ne peut pas se l'approprier et séduire le grand public, entre guillemets, avec les mécanismes, ça va être limité. Et je pense que ça oriente nos choix. Je sais que pour notre part, on a vraiment hésité entre justement cette revendication soit épigénétique ou sur les expositions. Et il nous a semblé que c'était beaucoup plus compréhensible pour un consommateur
produit fini, ça il en a conscience, il voit bien tout ce qui est engrangé comme information par rapport à ce à quoi il est exposé au quotidien. En revanche, si on lui demande de se positionner sur ses gènes ou sur son épigénome, il va tout de suite être beaucoup moins concerné à la lecture du packaging, par exemple. Donc c'est aussi des questions qu'on doit se poser parfois, nous, en amont, de se dire, même si scientifiquement c'est très robuste et c'est très joli, si derrière c'est incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas un diplôme scientifique, c'est quand même dommage. Et puis il faut revenir aussi à la définition du produit cosmétique qui est destiné aux parties superficielles du corps humain pour nettoyer, embellir, protéger. Donc il faut que le marketing aussi soit très fort pour arriver jusqu'à l'épigénétique pour un produit cosmétique. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que le public peut avoir des réactions assez surprenantes parce que un certain produit revendiquant le coenzyme Q10 fait les choux gras d'une certaine société et je ne suis pas persuadé que le kidam moyen sache que l'on parle d'un cofacteur de la chaîne respiratoire mitochondriale et pourtant ça s'est très très bien vendu. Je n'ai pas aujourd'hui les facteurs clés de succès, mais c'est entre parenthèses un contre-exemple comme quoi quelque chose qui paraît pour nous scientifiques relativement sophistiqué, compliqué, est perçu par une aura marketing auprès du public lambda. Mais eux l'ont pas forcément expliqué tel quel. On n'a jamais entendu ce discours-là de la chaîne respiratoire ou autre Ils ont vraiment réussi à être malins et à faire effectivement attirer l'attention sur le terme, mais ils se sont jamais amusés. Enfin, en tout cas, dis-moi si je me trompe, j'ai jamais vu sur une pub ou autre une explication de ce que c'était vraiment. C'est du bon marketing. Ils ont réussi à être habiles. J'ai également un contre-exemple où nous avons une marque premium dans laquelle le marketing a voulu faire tout un discours sur la régénération tissulaire et on s'est associé avec l'équipe des Grands Brûlés de Lyon, donc Amélie Thépeau, qui voilà, donc il y a eu toute une communication là-dessus et la consommatrice finale, quand on va en pharmacie, qu'on l'interroge ou la pharmacienne, elle dit mais c'est le meilleur de l'Irak, c'est une crème qui fait tout. Voilà. Donc entre le discours marketing, entre ce que veut le discours et ce qu'a compris le consommateur, c'est vrai qu'il y a le gap et ça on ne le maîtrise pas du tout. Donc vous dire demain qu'est-ce que l'épigénétique fera ou quelle vision le consommateur final aura de l'épigénétique, j'en ai aucune idée. Et puis c'est une question de temps, je pense, parce que quand on parlait d'ADN, les gens avaient très peur il y a 10 ans. Aujourd'hui, les gens, tout le monde comprend c'est quoi un ADN, les modifications, on voit apparaître ça dans les marketing. Donc je pense que le temps va nous diriger va nous montrer en fait. Peut-être qu'une opportunité ce serait, mais là je suis en train d'imaginer, mais si on avait dans des thérapies ou autres, dans le grand public, on manifestait de l'intérêt pour l'épigénétique et que ça devenait accessible à tout le monde, là on peut imaginer que ce serait une énorme opportunité pour le domaine cosmétique qui en bénéficierait. Ça je pense que ça pourrait être le cas. Mais tant que l'épigénétique reste à l'échelle très universitaire ou scientifique poussée, peut-être qu'on a encore nos limites. Oui, ouais. Moi je voulais intervenir en fait pour aussi quoi. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ça, mais en fait il y a déjà des drogues épigénétiques utilisées, produites par des industriels en masse pour lutter contre différents cancers, principalement tout ce qui est leucémie, etc. Donc tout ce qui est la décitabine, le SA, etc. Pour travailler aussi avec eux, par exemple GSK ont des divisions, ont un labo d'à peu près 250 personnes pour designer des drogues épigénétiques anticancéreuses de demain, les plus sélectives, les plus ciblées possibles. Et il n'y a pas que GSK, Celgene le fait aussi, AstraZeneca est aussi partant dans cette histoire, etc. Donc là, ils revendiquent clairement que leur molécule a une fonction épigénétique, donc pour éventuellement reprogrammer, quoi. Ils ne rentrent pas dans le détail pour dire, etc., on va essayer de réactiver des gènes suppresseurs de tumeurs qui sont silencés par une marque épigénétique, mais voilà, quoi, leur pipeline est riche en molécules épigénétiques. Je pense que comme le disaient Aïna et Angela, c'est une question de temps. Je pense que ce discours d'épigénétique va petit à petit rentrer dans les mœurs et je pense qu'on en parlera de plus en plus, ça c'est certain. Bonjour. Il me semblait aussi qu'à l'inverse, il faudrait peut-être aussi faire attention au fait que dans le grand public, est associé aux marques épigénétiques cet aspect d'accumulation de petites modifications au cours du temps.
par exemple dans le cas du vieillissement, qui se traduisent par un dysfonctionnement et des pertes de fonction au niveau de la peau. Mais le public entend aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se passer à un temps T et qui vont avoir des répercussions à long terme. Et donc, par exemple, il me semble qu'actuellement, en termes de cosmétiques, on recommande aux mamans qui ont une grossesse de ne pas utiliser un certain nombre de cosmétiques. Et ça, c'est bien dans l'idée que ça risque bon, c'est les perturbateurs endocriniens, mais c'est plein d'autres choses. Donc, il faut faire aussi un petit peu attention que, éventuellement, un argument, je dirais, qui pourrait être avancé, c'est justement qu'il peut y avoir, par exemple, par rapport aux UV, une protection mécanique de la peau sans intervention moléculaire. Donc, ce qui est quand même quelque chose d'important. Je ne sais pas si les consommateurs aujourd'hui ont conscience que ça peut se transmettre. Aujourd'hui, ils en ont conscience, vous pensez ? En tous les cas, au niveau du discours sur les problèmes d'obésité, de surpoids, et donc de problèmes au cours de la gestation ou de la grossesse, oui, c'est des choses qui passent dans la... oui, parce que je pense que d'écouter aujourd'hui les mamans qui reviennent d'une consultation chez un gynécologue lorsqu'elles sont enceintes pour voir qu'il y a un discours qui passe dans oui, parce que je pense qu'elles ont conscience qu'elles risquent d'affecter la santé de leur fœtus, mais de là à penser que ce qu'elles vont faire, ça va affecter les gènes de son fœtus, je ne suis pas certain. Comment vous affectez la santé si vous n'affectez pas les gènes ? Oui, mais je ne sais pas, en tant que consommateur, je ne sais pas si elles ont ce raisonnement jusque-là. Elles pensent à ce qui va se passer au niveau de leur grossesse et sur leur fœtus, ça c'est certain. Maintenant, de là à se dire que ça va affecter, je ne sais pas si elles font le lien avec la génétique en fait. Je sais pas. Je pense qu'elles ont plus peur des molécules qui peuvent perturber le développement de l'embryon que vraiment le fait que ça aille jusqu'à la modification. De toute façon, elles font partie des populations dites vulnérables. Donc, par conséquent, effectivement, on limite un maximum les médicaments et les produits cosmétiques qu'on utilise pendant une grossesse. Oui, pardon, oui, pour rebondir aussi sur cette problématique-là, il est prescrit au cours une femme enceinte, pardon, je ne vais pas être très, très fin dans mon phrasé, mais il y a un cocktail prescrit au cours de la grossesse qui contient notamment de l'acide folique. Cet acide folique est, on va dire, relativement utile pour la maturation du tube neural, mais l'acide folique est aussi une molécule qui va régénérer donc le SAM, la molécule donneuse de groupement méthyle, et peut-être potentiellement favoriser des hyperméthylations de l'ADN ou pas. Donc là, c'est aussi toujours pareil. Pour le moment, ces comprimés sont prescrits régulièrement, systématiquement, etc. Mais je ne suis pas persuadé que le grand public sache que ça peut induire de l'hyperméthylation. Alors peut-être ciblé, peut-être pas. Est-ce que chez certaines patientes, ça peut en effet hyperméthyler des gènes suppresseurs de tumeurs qui, en l'état, ça ne va pas forcément induire une tumeur en eux-mêmes, mais ça va peut-être générer une reprogrammation épigénétique qui, dans le futur, suite à d'autres événements, à d'autres expositions à des polluants, à je ne sais pas trop quoi, voilà, à d'autres événements, va peut-être prédisposer ces personnes-là à avoir un cancer ou une autre pathologie. Donc là aussi, il y a l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide, et en effet de la connaissance et de la communication qui sont faites autour, par exemple, de ces compléments vitaminés alimentaires donnés au cours de la grossesse. Moi, je crois que la chance aussi de l'épigénétique, c'est qu'on l'a vu lors d'un exposé sur tout ce qui était modification végétale, sur la résistance à la sécheresse notamment, c'est qu'il y a une peur, peut-être inconsciente et plus particulièrement en Europe, de modifier l'ADN qui est finalement l'élément stable de la partition pour éviter de faire de potentielles chimères. Et donc aujourd'hui, le consommateur dans son inconscient ne veut pas qu'on soit modifié au sens
codage initial, mais qu'on ait une expression qui puisse être modulée pour éviter un certain nombre de pathologies ou diminuer le vieillissement ou autre. Et donc je pense que dans l'inconscient collectif, l'épigénétique est quelque chose qui est acceptable, alors que la modification génique est quelque chose que les gens rejettent pour partie, Tout à fait, oui. parce que dans leur inconscient, c'est changer le patrimoine génétique de l'individu et donc modifier cet individu vers quelque chose qu'on ne sait pas comment ça va fonctionner demain et ce que ça va devenir demain. Et moi, je vois sur les OGM aujourd'hui, il y a une levée de bouclier alors que ça n'a jamais tué qui que ce soit au niveau des plantes, où il n'y a rien qui a été prouvé. Je crois qu'on en aurait entendu parler si ça avait été le cas, versus tous les produits phytopharmaceutiques qu'on a mis et qui, eux, ont fait pas mal de morts par cancer. Eh ben, il y a un blocage, je pense, dans le très fond des gens, disant on ne touche pas à l'ADN parce que c'est finalement notre codage premier, c'est notre identité. Par contre, l'épigénétique, c'est une expression qui, elle, peut être modulée et sur laquelle elle peut être réversible. Donc, quelque part, on a une sorte de contrôle de ce qui peut se passer et c'est entre guillemets naturel. Et moi j'ai ce sentiment-là dans l'inconscient du public que même s'ils ne savent pas l'expliquer ou le contrôler, mais dès qu'on touche l'ADN, il y a une espèce de levée de bouclier, surtout en Europe, parce que je sais qu'aux États-Unis ou autres, on est sur des mentalités qui sont différentes. Mais là, il y a un gros blocage et que la chance de l'épigénétique, c'est que la personne va se dire « Ah, je ne suis pas sur l'OGM, mais je suis sur quelque chose qui peut nous permettre d'avancer rapidement et de façon significative. » Tout à fait, oui. Ouais, Oui. Je partage cet avis, oui. Après, je ne sais pas si les OGM ne peuvent pas modifier épigénétiquement un organisme. Bon. Après, j'ai l'impression aussi qu'avec l'épigénétique, c'est un petit peu fascinant et effrayant à la fois, c'est qu'on ne sait pas trop où on va et du coup, il y a 60 ans, quand l'ADN a été découvert, les biologistes se sont dit ça y est, on a enfin le dictionnaire, on va pouvoir tout modifier et guérir les maladies, etc. Et on se rend compte aujourd'hui, 60 ans après, qu'on revient un peu au début avec l'épigénétique, c'est qu'on se rend compte que derrière, il y a plein de choses, il y a plein de mécanismes. Ce qu'on fait chez nous, ça peut être à notre organisme, ça peut avoir des conséquences sur notre descendance, donc c'est aussi très effrayant. Donc, et ça rejoint un peu ce qu'on a vu hier au niveau du microbiote, c'est qu'on découvre ces choses-là et ces nouvelles c'est un peu comme une boîte de Pandore, on découvre des nouveaux domaines et les scientifiques sont un peu effrayés devant la tâche qui arrive et l'épigénétique, il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Je suis assez d'accord et je pense qu'effectivement par rapport à ce qui vient d'être dit, si on arrivait au contraire à dire au consommateur que c'est finalement le contexte dans lequel il est placé qui va jouer sur la régulation de son expression de gènes et qu'on peut proposer des solutions pour rétablir l'ordre et éviter ces modifications-là, ça peut être aussi mieux perçu. De leur expliquer plutôt qu'on sait on connaît l'impact de certains facteurs et on sait comment limiter cet impact-là, ce serait plus rassurant que de lui dire qu'on va volontairement changer son expression génétique ou voir son ADN, là ce serait moins bien perçu. Et en fait, la dernière question rejoint déjà ce qu'on s'est dit. Donc, les altérations épigénétiques sont par définition des réponses adaptatives à une exposition sur un temps plus ou moins long, à une modification de l'environnement du modèle étudié. Et les deux questions, c'est quid du développement de modèles in vitro pour l'objectivation d'actifs en dermocosmétiques et de la représentativité de ceux-ci. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on a pu voir. C'est des modèles in vitro qui existent, mais la question suivante, c'est est-il envisageable de voir valider des allégations sur des activités épigénétiques en l'absence d'objectivation clinique? Non, justement, il faudrait des objectivations cliniques pour pouvoir alléguer sur un produit cosmétique fini des allégations d'épigénétique. Oui, je voulais revenir sur la présentation de Claudine Junier concernant les différences hommes-femmes au niveau des réponses épigénétiques. Est-ce que les autorités ne vont pas demander à terme qu'on puisse mesurer des effets chez la femme et l'homme, pas comme c'est fait actuellement, je parle en clinique, au moins en cancérologie, où c'est plutôt des hommes qui sont pris dans les essais thérapeutiques et pas trop les femmes, sauf dans les cancers du sein bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des différences, je parle en cosmétique ou l'utilisation des ingrédients, entre les réponses femmes et hommes? Alors j'ai beaucoup apprécié cette présentation hier et ça m'a fait un peu sourire et j'ai failli réagir, mais il n'y avait pas beaucoup de temps. La chance qu'on a en cosmétique, c'est qu'on a un public et des consommatrices essentiellement. Ça doit être quelque chose comme 80-90% des produits sont vendus auprès des femmes.
et les tests cliniques sont effectués sur des volontaires femmes. Et quand on a des gammes hommes, en général, comme on sait que la peau n'est pas la même, on fait des panels d'hommes. Donc du coup, et ça valable aussi pour les antichutes. Je sais que nous, on commercialise, donc on fait des recherches dans les antichutes. On a des panels de femmes et d'hommes afin de pouvoir dire que l'antichute il fonctionne sur les hommes et les femmes. C'est vrai qu'on a, contrairement à la pharmacie, on a cette chance-là de pouvoir cibler particulièrement nos volontaires. Oui, puis il y a une évaluation quand on parle d'enfants aussi spécifique de la sécurité sur les enfants avec des calculs de marge de sécurité qui peuvent être différentes aussi. Donc on s'intéresse en cosmétique à la cible avant tout et on essaye d'avoir les études qui soient en adéquation. C'est vrai qu'en pharmacie, ils ciblent la pathologie et en cosmétique, on a directement la cible de la consommatrice. Donc on n'est pas trop affecté. Il n'y a plus de questions. Il n'y a pas de questions sur personne n'a utilisé son smartphone. Une dernière question. Oui, c'est une question qui, en fait, j'ai le sentiment que la limite entre produits cosmétiques et, par exemple, une crème qui aurait un effet thérapeutique, lorsqu'il s'agit d'épigénétique, pourrait être un peu difficile. Autrement dit, si, imaginons, dans quelques années, on soit capable de vérifier une allégation épigénétique sur une crème cosmétique, est-ce qu'on est encore dans la cosmétique, étant donné que du coup, on a quelque chose qui va donc modifier le fonctionnement des cellules? Il ne faut pas d'activité thérapeutique pour un produit cosmétique, il ne faut pas d'activité immunologique, pharmacologique, métabolique comme pour les dispositifs médicaux. Il faut rester sur embellir, nettoyer, protéger. Si effectivement l'objectif c'est d'avoir un anti-rides, pour moi on reste dans la cosmétique. Comme l'a dit Corinne, et c'est souvent le débat au niveau de la cosmétique, ça doit être appliqué sur la peau. Maintenant, ça peut descendre. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui il y a des vecteurs, donc l'actif il peut descendre jusqu'à des couches assez profondes. La difficulté, c'est que ça ne doit pas rejoindre la circulation sanguine. Donc aujourd'hui, quand on a des produits minceurs, et les produits minceurs fonctionnent avec de la caféine, l'industrie de la cosmétique sait très bien qu'on retrouve la caféine dans les voies sanguines, et ça, c'est normalement interdit. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, l'industrie cosmétique se fera toquer, parce que c'est pas normal d'avoir de la métabolisation de la caféine, par exemple, mais le produit cosmétique est appliqué sur la peau, et dans ce cas-là, la caféine descend et je rejoins des adépocytes. Donc on a une action cosmétique. Ce qu'il faudrait, c'est que la caféine reste à ce niveau-là. Mais, malheureusement, la peau est un organe vivant, l'actif ne restera pas à cet endroit-là. Mais du coup, est-ce que, de par la définition du produit cosmétique, ça n'implique pas automatiquement une interdiction d'allégation épigénétique? Si on joue sur des fibroblastes ou des kératinocytes, non. Enfin, pour moi, non. D'accord. Peut-être une évolution de réglementation. Ouais. Après, c'est. Avec un bénéfice et sans risque. Donc aujourd'hui, si l'industrie cosmétique n'a pas été toquée, c'est tout simplement parce que le risque n'a pas été. Ça n'existe pas. Du point de vue de tox, je suis d'accord, parce que l'expert tox va donner son avis. Il va dire que la concentration donnée, il n'y a pas d'effet, donc parce que la principale, comment je peux dire, ce qui est regardé en premier chez le cosmétique, c'est la toxicité. Donc là, l'expert tox, aujourd'hui, on a des dossiers qui sont équivalents à ceux de pharmaceutique, et l'expert tox, il va forcément regarder ce qui se passe et il va dire non, il n'y a pas de souci, même si lui, il va dire 100% va passer, ça va donner ça, donc il va faire son expert tox. Maintenant, d'un point de vue, je ne suis pas d'accord avec Alexis, d'un point de vue légal, où là, on a quand même un effet systémique du coup. C'est là où
On est vraiment, d'un côté tox, on sait qu'il n'y a pas de souci, donc on reste dans la cosmétique. D'un autre côté, vu que ça passe dans la circulation sanguine, c'est un peu limite. Mais bon, ça reste du débat. Mais de toute façon, on reste quand même dans l'hypocrisie, puisque la définition du produit cosmétique, c'est la superficie de la peau, mais on sait pertinemment que ça va passer. Et en tox, on nous demande quoi? De rechercher les effets systémiques, de calculer, de définir la VTR, donc la valeur tox de référence la plus pertinente, et de se laisser une marge de sécurité de 100, comme si on allait appliquer 100 fois le produit cosmétique pour se dire on est tranquille, on n'a pas d'effet systémique. Donc c'est complètement hypocrite, quoi. Après, il ne faut pas effectivement qu'il y ait d'effets néfastes. Mais on pourrait longuement parler de la définition du produit cosmétique et de ce qu'on demande aux experts tox pour prouver qu'un produit est sûr, quoi, dans les conditions prévisibles d'utilisation. Donc c'est pas vrai, ça passe. Après, je pense qu'effectivement, la cosmétique est assez tranquille de ce côté-là parce que justement, l'expert tox montre qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de problème au niveau de la santé. C'est ce qui préoccupe aujourd'hui nos instances. Il n'y a pas de, depuis l'affaire du talcum orange, il n'y a jamais eu de problème avec les produits cosmétiques. Il y a forcément des irritations, des allergies, des choses comme ça, mais il n'y a jamais eu de cas, contrairement à d'autres industries où voilà, les solvants, les peintures, l'alimentaire, il y a forcément des problèmes de contamination ou autres qui vont poser plus de problèmes. Donc, nos instances de santé ont d'autres soucis, d'autres chats à fouetter. Ils savent que l'industrie cosmétique est raisonnable et avec les dossiers qu'on nous demande en toxicologie, voilà, je serais étonné qu'il y ait un problème un jour. On est dans un principe de précaution extrême parce qu'on analyse toutes les substances de toutes les matières premières contenues dans les produits finis. Certains fournisseurs ne donnent pas les pourcentages réels. Donc dans ces cas-là, on prend le worst case. Donc on va se dire qu'il y a peut-être 100% qui va passer. Et là-dessus, on se rajoute des marges de sécurité, interespèces, etc. Donc au niveau tox, on est plutôt... si on a les tests de sécurité qui prouvent aussi la bonne compatibilité, acceptabilité cutanée, on est quand même plutôt tranquille quand le produit est correctement formulé. Et la peau est une très belle barrière aussi, il ne faut pas l'oublier. Si je peux intervenir, juste un petit paramètre à rajouter pour tout ce qui est analyse tox, c'est les doses. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'après, l'expert tox va valider ou pas en fonction des doses qu'on utilise et qu'on va appliquer sur la peau par rapport à ce qu'ils auront vu déjà en nutrition par les ingestions, pas massives, mais de caféine lorsqu'on prend son petit déjeuner ou sa pause café. Bah, le calcul est effectué avec la concentration de toute façon de la substance, évidemment. Oui, on part de la dose. C'est le principe de la tox. Après, moi du coup, ce que je voulais dire, c'était, il y avait une phrase qui a été dite hier qui est assez intéressante, c'est on ne voit que ce qu'on regarde. Et du coup, je trouve que l'épigénétique ouvre aussi certaines portes, notamment pour tout ce qui est toxicité. Donc oui, c'est sûr, des tests de toxicité sont faits sur les cosmétiques, sur les molécules pharmaceutiques. Mais je pense qu'il est totalement impossible de connaître tous les effets, notamment à long terme et sur les générations à venir. Donc notamment en termes d'épigénétique. Donc dire qu'un cosmétique, si les tests de tox sont faits, donc c'est qu'il n'est pas toxique, pour moi c'est impossible de dire ça, quoi, parce qu'on ne peut pas savoir déjà sur toute la population quels sont les effets à long terme, notamment en termes d'épigénétique ou de génétique. À ce moment-là, il ne faut plus boire et plus respirer. Non, je dirais pas ça. Après, on peut aussi se dire qu'une femme, le matin, elle peut se mettre plusieurs produits cosmétiques à la suite et que finalement, on est en multi-exposition et qu'on va évaluer l'exposition d'un seul produit et ce qu'on fait, ça sert à rien. Après, effectivement, il y a la cosmétovigilance, les effets indésirables et indésirables graves et de toute façon, c'est screené et depuis effectivement l'affaire du talcum orange, il n'y a pas eu de problème réel, mais après, c'est une question d'idiosyncrasie aussi. Hein. Oui, bonjour, merci. Ça serait pour amener une réflexion et pour compléter un petit peu ma question sur l'objectivation clinique des effets épigénétiques. Donc, les effets épigénétiques sont une réponse en fait à un environnement sur le long terme. Est-ce que vous ne pensez pas que justement en termes d'objectivation clinique, on serait sur l'utilisation sur des phases cliniques très longues justement pour utiliser des produits finis à très faible
à très faible dose pour éviter justement tous les problèmes de tox et de passage systémique. Donc on serait sur des études cliniques qui seraient très très longues justement pour pouvoir corriger ces modifications et qui dans ce cas-là au niveau des business models seraient complètement hors budget quoi. Parce que, hors budget et hors temps aussi. Hein. La durée de vie d'un produit cosmétique c'est de quelques années. Donc, on est bien d'accord. Je suis d'accord, oui. Après l'épigénétique, il y a la stabilité aussi, mais après l'épigénétique, c'est pas forcément, dans ce que j'ai compris, c'est pas forcément une question de durée dans le temps. Ça peut être des phénomènes qui sont reproductibles. Donc si on travaille à l'échelle de la cellule, ça peut être assez rapide. Ouais. Après, juste pendant que j'ai le micro, je finis aussi. En fait, ce qui m'a interpellé, c'est la petite discussion en intro qu'il y a eu sur une assemblée en fait de personnes entre guillemets éclairées, où on a vraiment du mal déjà à fixer une définition exacte de l'épigénétique, épigénomique et compagnie. Je me demande vraiment si l'acheteur est armé pour être attaqué entre guillemets par le marketing avec des éléments de langage comme ça. Parce que comme on voit déjà qu'on utilise de l'ADN végétal qu'on vectorise dans des liposomes, est-ce que l'acheteur va faire la différence entre des modifications épigénétiques et, comme le disait monsieur tout à l'heure, sur l'utilisation d'OGM et potentiellement la modification génétique de son patrimoine? Moi, je suis d'accord pour effectivement le consommateur. Après, il peut y avoir un coût marketing comme le coenzyme Q, mais oui, on se pose toutes aussi les boîtes la question n'ont pas un market aussi efficace les unes que les autres. Hein, mais d'accord. Au-delà de tout ça, les autorités compétentes, comment vont-elles réagir? Que vont-elles demander? Et quel est leur niveau de compréhension de l'épigénétique? C'est ça, finalement, parce que l'inspection apporte sur les tests qui, encore une fois, prouvent les revendications. Bonjour, moi j'avais aussi une question. Parce que moi, ce qui me pose un peu problème, c'est que finalement, en termes d'allégations et de revendications, on ne peut pas parler d'épigénétique, mais quand même le marketing parle d'épigénétique déjà. Et il n'y a pas toujours vraiment des actions vraiment montrées en termes d'épigénétique. C'est pas problématique, ça? Les fournisseurs de matières premières ne sont pas inspectés. Là, ce sont... En fait, à l'échelle du fournisseur d'actifs, on aurait le droit de revendiquer, dans notre cas, ça n'a pas forcément été le cas, mais on pourrait revendiquer une action épigénétique, sachant que nous, on n'est pas voué à vendre notre actif en rayon du Monoprix. Du coup, c'est plutôt celui qui va acheter notre ingrédient qui doit s'assurer que dans le produit qu'il fournit directement au consommateur, son message n'est pas trompeur. Donc je dirais qu'il y a presque deux niveaux après de régulation. Nous, à notre échelle, on doit s'assurer de ne pas induire en erreur le fabricant de produits finis. Ça, c'est une chose et c'est une question d'éthique et de pas l'induire en erreur. Mais de toute façon, la responsabilité finale du message va reposer sur le fabricant de produits finis, si je peux dire ça comme ça. Et il aura le droit, là aussi on peut me corriger si je me trompe, de dire l'ingrédient a mis en évidence des effets sur tel ou tel axe, mais il pourra juste dire que c'est l'ingrédient qu'il a incorporé dans son produit et pas s'approprier ce discours-là sur l'efficacité finale. C'est toute la subtilité. Donc on verra parfois des choses passer à l'échelle du fournisseur d'actifs et d'ingrédients qui effectivement méritent un deuxième filtre ensuite pour celui qui fabriquera le produit fini. Merci. Parce que je pense pas que vous ayez vu des allégations épigénétiques en gros sur des pots de crème, entre guillemets. Oui, pour revenir à ce que vous avez dit, et vous aussi, la question des marqueurs épigénétiques sur le transgénérationnel, il est influencé par des causes multifactorielles. Donc, c'est très difficile de dire parce que vous avez mis telle crème pendant des années que c'est parce que pour ça que votre enfant ou votre petit-fils a des problèmes parce qu'il y aura eu d'autres expositions. Et donc, pour discriminer entre tout cela, on a besoin d'outils. Et l'épigénétique est un outil, sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de savoir le décrypter. Ça suppose derrière d'avoir des cohortes suffisamment grandes, avec des cohortes en plus de couple mère-enfant, même peut-être au-delà. Ça suppose donc aussi de connaître les expositions et au final arriver à avoir des différences significatives entre des groupes
qui arrive à montrer qu'effectivement c'est telle et telle cause qui est à l'origine de tel et tel phénomène, et ensuite remonter à l'épigénétique qui peut être aussi un outil pour être ce marqueur qui va aider l'épidémiologiste à discriminer parmi les différentes causes possibles. Aujourd'hui, les fournisseurs ils font deux types de tests, micro-RNA et puis méthylation de l'ADN, et derrière, au niveau des effets, ils disent qu'il peut y avoir une action qui est épigénétique, et il revendique le fait que son produit a ce potentiel-là compte tenu des tests qui sont les plus utilisés pour parler d'épigénétique. Et c'est au niveau cellulaire, on n'est pas encore au niveau transmission ou autre. Comme c'est multifactoriel, c'est relativement court, hein, mais on en est là. C'est un début. Mais ça ne va pas plus loin. Donc, pour conclure, parce que le temps est écoulé, je dirais que l'épigénétique, nous n'en sommes qu'au début. Donc c'est très bien pour tous les chercheurs qui sont ici, que ce soit en cosmétique ou ailleurs. Donc, bonne recherche à tous et puis bonne continuation. Merci.